Macky Sall salue la performance réalisée par l'hôpital militaire de Ouakam hier avec cette transplantation rénale, propos tenus lors du 9e forum paix et sécurité au CICAD de Diamniadio, des propos recueillis par Jo Diop et Jo Maron. Et cette Afrique des solutions m'amène à saluer l'excellente performance réussie hier par nos équipes médicales au Sénégal, avec l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Aristide Le Dantec, qui ont réussi les 2 premières opérations de transplantation rénale. Et cela mérite vraiment d'être salué. Et nous avons décidé également de travailler pour la transplantation au niveau des yeux, oculaires. Et je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas trop me hasarder dans ce domaine. Mais je sais qu'il y a du progrès. Et je salue mon général, l'équipe de Ouakam. Et je salue également Madame le ministre de la Santé, l'équipe du professeur Farika de l'hôpital Aristide Le Dantec. C'est une belle performance. Et cela va nous aider dans la lutte contre, n'est-ce pas, toutes ces maladies chroniques qui aujourd'hui tuent beaucoup de gens et nous coûtent très cher avec les centres de dialyse. Quel que soit leur nombre, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Donc, la perspective de la transplantation rénale va nous aider dans la prise en charge des malades atteints par la maladie d'ARS. En fait, ce sont 2 opérations qui ont été réalisées dans la journée d'hier pour cette transplantation rénale. Et au moment où on parle, une 3e opération est en cours. Tout sur ces transplantations rénales, les toutes premières, avec les explications attendues de Awambaye dans un court instant, qui va nous parler donc de ces opérations, de ces transplantations rénales qui ont été réalisées entre hier et aujourd'hui et dont le président de la République s'est félicité, vous l'avez entendu tout à l'heure, au forum paix et sécurité qui se tient aujourd'hui et demain à Dakar. Awambaye qui revient donc sur ces opérations qui ont eu lieu hier et celles qui se déroulent aujourd'hui. Les 2 premières transplantations rénales ont été réalisées dans de bonnes conditions et la 3e est en cours. Ça s'est très bien passé. Il y a 2 patients qui ont été transplantés à partir des reins prélevés chez leurs proches. La 3e transplantation est actuellement en cours au bloc opératoire du service d'urologie de l'hôpital militaire de Ouakam. Le professeur Alain Hassim Doye, président du comité technique de transplantation d'organes du consortium hôpital militaire de Ouakam et hôpital Aristide Le Dantec. On espère qu'un jour, une dizaine, voire une quinzaine d'hôpitaux à l'intérieur du pays, comme à Dakar, pourront réaliser ces transplantations. C'est un début. C'est un début et on va s'atteler à ce qu'on ne considère ça que comme un début. Et pour la suite des activités, il dit compter sur le soutien de l'État. Restons sur l'actualité sanitaire pour parler de cette maladie respiratoire apparue en Chine. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal trouve qu'il est important de prendre des mesures, de faire attention et surtout de porter les masques dans les structures de santé et que la surveillance soit de mise dans ces structures. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention avec Oumou Kalsoumli. Ce qui a été constaté dans le nord de la Chine avec une augmentation de l'incidence des maladies respiratoires qui a touché donc une partie de la population, mais on a constaté que principalement ce sont les enfants. Et que puisque le coronavirus est apparu pour la première fois en Chine et qu'il s'agit là encore une fois d'une maladie respiratoire, il y a eu donc un regain d'intérêt par rapport à cette situation. L'OMS s'en est saisie, mais a trouvé également qu'effectivement, c'est une maladie qui est là, anormalement élevée, surtout chez les enfants. Et donc nous, en ce qui nous concerne, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pensé également qu'il fallait faire un rappel d'abord partager cette information, comme quoi effectivement il y a un nombre anormalement élevé de cas chez les enfants, principalement, notamment en Chine, mais qu'il ne s'agit pas de germes nouveaux, encore moins de coronavirus.
Il s'agit uniquement, bien sûr, des viroses respiratoires et de certaines bactéries qui peuvent être à l'origine des maladies respiratoires chez les enfants principalement et chez les adultes aussi, qui peuvent s'expliquer d'une certaine manière, mais surtout ce qu'il fallait faire, c'est de rappeler à la population l'importance de prendre des mesures préventives, notamment qui n'ont jamais du reste été levées, notamment au Sénégal. C'est de faire attention, toujours porter son masque quand on doit aller dans certains endroits particuliers, notamment où il y a beaucoup de communautés, où on rencontre la communauté, ou bien si on doit aller dans certains transports en commun, ou bien si on est malade même, si on a une grippe, ou bien en tout cas on tousse, de se protéger, de protéger sa famille et de protéger les autres. Et également, toujours faire attention au lavage des mains. Ça, c'est par rapport à la communauté globalement. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. À 12h07, nous reparlons des poursuites judiciaires enclenchées par le Sénégal contre des compatriotes établis à l'étranger. Aïssata Tall Sall en a fait cas hier à l'Assemblée nationale. La ministre de la Justice soutient que tout est fait pour les faire juger. Dans ce midi, nous avons voulu en savoir davantage sur les modalités qui s'offrent au Sénégal. Mohamed Ali Mouba. Selon le juriste consultant Ahmad Thiam, la meilleure façon de mettre la main sur les activistes présumés coupables d'appel à l'insurrection et vivant à l'étranger, c'est de privilégier les missions rogatoires en jouant sur les relations diplomatiques. Le Sénégal actuellement, quasiment avec beaucoup de pays, des conventions judiciaires, La France, on n'en parle pas. Ça fait longtemps, des années, des décennies que le Sénégal signe avec la France des conventions d'entraide judiciaire. C'est idem pour les États-Unis aussi, parce que vous vous rappelez de l'affaire Assane Diouf. Le Sénégal a signé beaucoup de conventions d'entraide judiciaire avec des pays comme la France et les pays de la sous-région, mais cela ne suffit pas. Lorsque l'activiste en question a une double nationalité, c'est plus compliqué. S'ils sont des citoyens de ce pays-là, ils peuvent exercer des recours. Dans le droit interne leur permet de faire des recours. Mais s'ils n'ont pas renoncé aussi à leur nationalité d'origine, comme la nationalité sénégalaise, dans ce cas-là, s'ils perdent le recours en interne de ne pas être déportés ou rapatriés, dans ce cas de figure-là, l'État sénégal, rien n'empêche à l'autre État de les rapatrier parce qu'ils n'ont pas renoncé complètement à leur nationalité d'origine. Généralement, les États rechignent à livrer leurs propres citoyens. Alors, la solution, selon un autre juriste contacté au téléphone, c'est de négocier directement avec l'État concerné en jouant sur les relations entre États, la diplomatie. Mouvement d'humeur dans le secteur de la justice. Le syndicat des travailleurs de la justice ne décolère pas. Le Sud-Just dans la rue. Mercredi prochain, marche pacifique pour dénoncer ce qu'il qualifie de sabotage porté contre la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Le secrétaire général du Sud-Just, Ayaboun Malik Diop, il était l'invité de RFM Matin. Nous avons prévu de faire une marche le mercredi 29 novembre, toujours dans l'objectif de capter l'attention des autorités et l'opinion publique pour que cesse le blocage orchestré par le ministre de la fonction publique. Nous espérons qu'il a saisi, qu'il a compris le message qu'on lui a lancé pour avoir la bonne attitude. Au demeurant, nous voudrions demander à Monsieur le Président de la République de prendre les choses en main parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions parmi lesquelles la justice. La paralysie de la justice ne doit pas survenir du fait d'une mauvaise posture d'un ministre qui apparemment ne veut pas se solidariser avec son collègue de la justice pour résoudre un problème qui est lancinant. Le problème, c'est la mise en œuvre d'une réforme qui a été entreprise pour améliorer le plan de carrière des travailleurs de la justice avec notamment le reclassement du personnel dans un nouveau corps qu'on appelle le corps des assistants des greffes des parquets et le passage à la hiérarchie A2 pour les greffiers. Voilà, cette mise en œuvre est bloquée du fait d'une falsification de projets de décrets qui ont été adoptés en Conseil des ministres qui prévoyaient un passage direct du personnel dans le corps des assistants des greffes et parquets et le passage des greffiers à la hiérarchie A2. Malheureusement, les falsificateurs ont inséré des dispositions bloquantes dans les projets qu'ils ont soumis à la signature du président de la République. Vente illégale de terrain, le phénomène se multiplie, encore dans la commune de Djahaï, Parcelles Assainies ces derniers jours.
Le phénomène donc s'amplifie, je voulais dire, encore dans la commune de Jaxaay, parcelles assainies ces derniers jours. Selon les membres du collectif Aar Sama Dëkkuwaay, des parcelles assainies Keur Massar, Rufisque 1, près de 200 parcelles ont été accaparées par des promoteurs privés. Ils alertent donc les autorités et prévoient une manifestation dans les prochains jours pour dénoncer cette situation. Écoutons Edouard Gomez, secrétaire général du collectif, au micro d'Aminata Ba. Il est inadmissible, inconcevable de voir des actes de cession circuler dans cette zone. Quand on parle des parcelles assainies, on fait allusion à la SNHLM. Donc s'il y a des problèmes, on doit pouvoir les régler, mais tout en respectant le droit. Alors nous invitons les autorités à prendre leurs dispositions pour éviter d'éventuelles complications. Nous avons constaté des personnes mal intentionnées qui viennent sur ce site pour aggraver encore la situation en procédant à des ventes illégales de terrain sans aucun document. Juste un acte de cession, des photocopies de gauche à droite. Ça continue toujours. Ils sont en train d'exploiter ce qui est anormal. Nous savons que quand un titre est crevé de charge, il n'est pas du tout normal d'établir des actes de cession. Donc, raison pour laquelle nous avons saisi qui de droit. Et nous allons continuer à saisir qui de droit pour que la justice soit dite. Il y a d'autres personnes qui ne font même pas partie des héritiers qui viennent se greffer pour essayer d'accaparer des terrains appartenant à autrui. Nous avons nos documents, nous sommes en train de suivre la procédure normale, nous payons au trésor pour avoir notre autorisation de construire. Il n'en est pas question qu'on vienne vraiment semer le désordre sur ce site-là. Presque 200 et quelques parcelles, mais nous avons déjà préparé une liste que nous avons remise au directeur de la DESCOS. RFM, la radio de toute l'actualité. Les nombreux coups d'État en Afrique indisposent Macky Sall, le président sénégalais qui présidait l'ouverture du 9e Forum Paix et Sécurité ce matin, a invité à une rencontre entre chefs militaires, Union africaine et les chefs d'État pour mettre un terme à ce fléau. Le Forum Paix et Sécurité s'est ouvert ce matin donc à Diamniadio. Compte rendu, Jo Diop. La 9e édition du Forum Paix et Sécurité de Dakar s'est ouverte ici à Diamniadio, au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le thème général de ce forum étant cette année l'Afrique des potentialités et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité internationale. L'hôte de cette rencontre, le président Macky Sall, campe ainsi le décor. Ce sujet met en lumière les contrastes de notre continent. Une Afrique grande et riche, mais toujours en retard sur le processus de développement. Macky Sall n'a pas aussi oublié ses thèmes favoris, notamment la réforme de la gouvernance mondiale. C'est pourquoi nous réclamons une gouvernance politique, économique et financière mondiale. Et je rappelle que parmi nos priorités figure, premièrement, la réforme du Conseil de sécurité des Nations. Il appelle les militaires africains au calme face à leur velléité putschiste. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires, mais l'Afrique a besoin de pause pour travailler pour le développement. Pourquoi tous les matins on nous annonce une mutinerie des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer des prisonniers? Non, on ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Il faut qu'il y ait une rencontre cette fois-ci entre l'Union africaine et les chefs militaires africains. Ça ne peut pas continuer. Le président Gaouzouani a aussi abordé pour le dénoncer ces changements anticonstitutionnels récurrents en Afrique. Un thème central de ce forum de Dakar qui se poursuit ici à Diamniadio avec des thèmes divers et variés. Mohamed Jodjob au 9e forum Paix et Sécurité de Dakar. À Diamniadio pour la radio Futur Média. Alors maintenant à l'Assemblée nationale où le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba fait face aux députés pour le vote du budget de son département. Budget arrêté à 197 milliards de francs CFA. Les députés ont soulevé plusieurs préoccupations. En direct avec nous, notre reporter sur place, Koumba Sanyan Faye, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tout le monde. Alors cet examen du budget du ministère de l'Intérieur, comment ça se passe? Voilà, donc le budget est arrêté à plus de 197 milliards de francs CFA, donc scindé à différents programmes. Mais pour les préoccupations qui reviennent souvent
par rapport aux préoccupations des députés, je dirais, il y a surtout ce qui fait l'actualité en vue de la présidentielle de février 2024, il y a la gouvernance électorale. Donc sur cela, les députés ont exigé donc du ministre une bonne organisation de cette élection. Ils ont fustigé donc récemment la nomination, ou je dirais la nomination récente des membres de la Sénat, ce qu'ils trouvent donc injuste. Ces députés abordant la question des manifestations publiques. Les députés sont revenus largement sur ça, disant qu'il y a beaucoup de manifestations interdites depuis l'avènement du président Sall. Et sur cela, le ministre a répondu dans le rapport pour dire que sur 4828 demandes en 2018, 108 seulement demandes ont été rejetées, donc soit un faible pourcentage de 2,24%. En 2021, il y a seulement 119 demandes qui ont été rejetées sur 6256. En 2019, de même, il y a 75 rejetés sur 5535, pour dire tout simplement qu'il y a peu de demandes d'autorisation de marche qui sont rejetées. Donc, le ministre a nié ce que les députés ont dit. Seulement par rapport à la position de la DGE sur les fiches de collecte de parrainage, justement, qui fait l'actualité au mandataire de Ousmane Sonko, les députés ont demandé à ce que la DGE se conforme à la loi en remettant les fiches de collecte des parrainages au mandataire de M. Ousmane Sonko. En revanche, d'autres députés ont jugé non fondés les arguments de leurs collègues. Ils en ont profité pour rendre un vibrant hommage au directeur général des élections. Le ministre a été interpellé sur le statut carcéral de Ousmane Sonko ainsi que sur l'effectivité de la qualité d'électeur de M. Karim Wade suite à sa réinscription sur les listes électorales. Donc, entre autres, Souleymane, beaucoup de préoccupations ont été soulevées par les députés face au ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba. Nous y reviendrons très prochainement dans nos prochaines éditions. Merci, Koumba Sandiane Faye. Dans l'actualité politique et au sujet des parrainages, le docteur Chertidiane Dieye, président de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug, maintient sa candidature à la prochaine présidentielle. Membre de Yewwi Askan Wi, il lance lundi ses opérations de collecte de parrainage citoyen. Dans un communiqué, il explique avoir annoncé à Ousmane Sonko, je cite, qu'il poserait des actes tendant à garantir toutes les chances de victoire du camp de la souveraineté, du patriotisme et de la refondation ainsi que du panafricanisme. Fin de citation. Évoquons maintenant les 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre. Une campagne de sensibilisation initiée par ONU Femmes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais au Sénégal, beaucoup de femmes ignorent l'existence de cette campagne qui entre pourtant dans le cadre de la prévention des violences à l'endroit des femmes. Reportage Rokhaya Samb. Ces jours d'activisme pour l'engagement dans la lutte et la prévention des violences à l'égard des femmes. Malgré la persistance, beaucoup ignorent l'existence de cette campagne de sensibilisation. Ramafal et Astunyaye, deux vendeuses de légumes. Certains pensent qu'il faut une vraie implication des femmes pour réussir cette sensibilisation. Il faut vraiment augmenter la communication et descendre sur le terrain pour trouver les femmes dans les lieux les plus reculés, pour que le message soit bien entendu. Ça doit aller jusqu'aux profondeurs du pays pour que tout le monde comprenne que la femme est sacrée. Ceux qui sont les intellectuels, les femmes de ménage, tous doivent être imprégnés de cette initiative. Non loin, Yacine, une jeune dame, dénonce ces violences et exige plus de considération pour les femmes. La femme est très sacrée, elle mérite respect et considération de la part des hommes. On est très fatigué, on travaille nuit et jour, juste pour aider nos enfants et nos maris. Et comme dit l'adage, à côté de chaque grand homme se trouve une grande dame. Un homme ne doit pas violenter la femme, au contraire, il doit la choyer et prendre soin d'elle. Depuis 1991, la campagne des 6 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre est célébrée. Le thème de l'édition 2023, c'est tous unis, investis
investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Avant de clore la première partie de cette édition, évoquons cet accident à hauteur de Ndarfal en allant vers le péage. Un élève en classe de seconde S au lycée Serigne Mohamedou Moustapha Mbaké a été fauché par une voiture. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Mali, libération d'un prêtre allemand enlevé il y a un an à Bamako. Le père Hans Joachim Loh a été libéré hier dimanche. Il a été enlevé le 20 novembre de l'année dernière et était retenu en otage par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Zanga Abdoulaye Ouattara. La page Facebook SCF TV, une télévision catholique, a été l'une des premières à rapporter la nouvelle qui sera ensuite partagée par de nombreux sites et groupes WhatsApp. Un responsable de l'archevêque de Bamako a confirmé l'information. Il affirme que le prêtre Hans Joachim Loh, enlevé le 20 novembre 2022, a été libéré ce dimanche. Il est dans l'avion pour son pays, dit-il. En revanche, aucun détail n'est donné sur l'état de santé du père blanc, encore moins sur les conditions de sa libération. Membre de la Société des missionnaires d'Afrique, dit père blanc, le prêtre allemand avait disparu dans un quartier de Bamako le 20 novembre 2022 alors qu'il devait célébrer une messe. Mais sa disparition n'a jamais été revendiquée. Le père Ayo vivait au Mali depuis une trentaine d'années. Il enseignait dans la capitale malienne à l'Institut de formation islamo-chrétienne qui reçoit des étudiants venus d'Afrique. Il était aussi secrétaire national d'une commission de dialogue interreligieux. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Sierra Leone, le gouvernement dit contrôler la situation après les affrontements armés à Freetown. Le président Julius Maada Bio a affirmé que le calme avait été rétabli. Selon lui, la plupart des responsables de ces heurts ont été arrêtés. Anna Rocha. Hier soir, le président sierra-léonais en personne a fait une déclaration sur la télévision d'État pour annoncer que le calme avait été rétabli après ce qu'il a décrit comme une tentative qui vise à saper la paix et la stabilité. Il ajoute que la plupart des leaders ont été arrêtés et ils devront rendre des comptes. Un couvre-feu a été décrété dans tout le pays et ce, jusqu'à nouvel ordre. Hier dimanche, des inconnus ont tenté de forcer une armurerie militaire à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Ils ont affronté les forces de sécurité à plusieurs endroits de la capitale avant de faire sortir de nombreux détenus de prison. Africa News rappelle que ces événements réveillent le spectre d'une nouvelle tentative de coup d'État dans une Afrique de l'Ouest qui, depuis 2020, en a connu plusieurs au Mali, au Burkina, au Niger ou encore en Guinée, voisine de la Sierra Leone. La guerre au Proche-Orient, la trêve entre Israël et le Hamas dans sa quatrième et dernière journée. Quatrième journée sur fond de pourparlers pour la prolonger. Le secrétaire général de l'OTAN a réclamé une extension de la trêve. Le Hamas, de son côté, a affirmé dans un communiqué chercher à prolonger cette trêve au-delà de ces 4 jours dans le but d'augmenter le nombre de prisonniers libérés comme prévu dans l'accord. Dimanche, 17 otages du Hamas ont été libérés. Hier toujours, Israël a libéré 39 prisonniers, soit le même nombre que vendredi puis samedi. Aux États-Unis, 3 étudiants d'origine palestinienne abattus dans le Vermont, c'était samedi dernier. Le suspect a été arrêté hier. Selon CNN, la police a ouvert une enquête pour un crime présumé motivé par la haine. En France, pour terminer, le procès de l'assassinat du professeur Samuel Paty s'est ouvert ce matin à Paris. 6 mineurs sont jugés, mais à huis clos pour leur implication devant le tribunal des enfants. Samuel Paty avait été tué près de son collège à Conflans, Sainte-Honorine, le 16 octobre 2020 par un réfugié d'origine tchétchène qui lui reprochait d'avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohammed. Selon l'enquête, ces collégiens avaient désigné Samuel Paty au tueur. Merci à Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons de la guerre des chiffres du parrainage avec Ababacar Fall, secrétaire général du groupe de recherche d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance GRADEC, et Babacar Dione, journaliste et analyste politique. RFM Sport.
Le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Canoë-kayak, le Sénégal obtient 5 médailles au championnat d'Afrique. Avec 5 médailles dont 3 en or, une médaille en argent et une autre en bronze, une belle récolte pour le Sénégal avec en prime des qualifications pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024. De retour de cette compétition, le président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak Adi Fall a fait le point ce matin avec la RFM. Le Sénégal est revenu avec une moisson de médailles, au total 4 ou 5 médailles, avec des médailles d'or champion d'Afrique et la qualification olympique, bien sûr, de notre athlète sénégalaise Kobesek. Alors, ce championnat d'Afrique est important pour nous parce qu'il fallait d'abord aller pour monter sur le podium. C'est le cas. Je pense que le Sénégal est venu avec des médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze avec Madjiguène et Kobesek en double. Alors c'est important parce que le Sénégal était parti avec des objectifs, monter sur le podium, mais surtout décrocher la qualification olympique. C'est chose faite, comme elle a emporté avec sa deuxième place, qui lui a donné la possibilité en tout cas d'avoir son ticket pour Paris 24. Donc c'est vraiment un honneur. Et sur ce, d'ailleurs, si nous l'avons réussi, c'est d'abord grâce à l'appui, n'est-ce pas, et le soutien de tout le monde, mais surtout d'abord de la direction technique nationale du Sénégal, les partenaires qui sont en France, dont ces athlètes ont séjourné depuis plus de 4 ou 5, 6 mois. Et bien sûr, avec l'apport du comité olympique sénégalais qui nous a offert des bourses olympiques pour nous permettre, en tout cas aujourd'hui, d'aller en tout cas à ce stade-là, jusqu'à monter sur le podium et décourager la qualification olympique. Ligue 1 de football, le promu Diamono Fatick veut rester devant au classement. Et ils font très bien, ces joueurs et dirigeants de Fatick, pour la première saison en Ligue 1 sénégalaise. Après 5 journées, le promu est sur le podium devant le Jaraaf de Dakar grâce au plus grand nombre de buts marqués. L'équipe de Diamono Fatick est actuellement 3e avec donc 7 points après 5 journées. Mais l'équipe vit quand même des difficultés sur le plan financier. Tout de même, le président Adama Gueye appelle les acteurs et autres fils de Fatick à se mobiliser pour aider l'équipe à se maintenir dans l'élite. Mam Adama Ndour, que nous écoutons. Nous sommes très bien classés, mais quand même, il faut le dire, les équipes ne sont pas très distantes parce que c'est juste quelques 1-2 points. De ce fait que nous devons redoubler d'efforts pour maintenir l'équipe en Ligue 1. C'est ça notre objectif. C'est vrai que c'était pas facile. L'année dernière, quand on était champion, on était très endettés. Et cette année aussi, nous demandons avec des dettes. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de soutien. Ça, il faut le dire. Mais quand même, nous, on l'a dit rek golo lu mu dundee ba màgg ba doon baabu ndàngin mun na ko ne di ko dundee. C'est vrai. Ça, je remercie les joueurs, je remercie le staff technique, le bureau de Diamono et tous les supporters de Diamono. Ça, il faut le reconnaître. Ils se battent pour mettre l'équipe sur l'orbite. Cela veut dire que l'équipe doit compter sur soi-même. Parce que, vous savez, le football, c'est l'athlète c'est le joueur. C'est pour cela, cette année, nous avons démarré avec des U13, des U15, des U17, des U20 pour avoir de très bons produits. Aussi, c'est ça l'objectif, avoir de très bons produits, essayer de les mettre en équipe nationale, essayer de les vendre à l'extérieur pour avoir des ressources. Pour finir, parlons de basketball avec la 4e édition de la Basketball Africa League. Ça y est, on connaît les 12 équipes qui vont y prendre part sur le Tchad. La saison 4 de la Basketball Africa League a connu ses 12 participants avec la qualification hier de l'équipe burundaise Dynamo BBC. Le journaliste sportif Pape Morbassinian revient sur ces 12 équipes. Parmi ces 12 équipes-là, 6 se sont qualifiées directement en étant champions dans leur pays respectif. C'est Al-Ahli de l'Égypte, AS Douane, US Monastir, Petro Luanda, Rivers Hoopers et APR du Rwanda. Ces équipes ont été complétées par 6 autres qui sont passées par les qualifications dans les divisions Est et Ouest. Déjà dans la division Est, on a Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, City Oilers de l'Ouganda, Dynamo BBC du Burundi. Et dans la division Ouest, on a Bangui Sporting Club de la Centrafrique, Fus de Rabat du Maroc et Al-Ahli Benghazi de la Libye. 5 nouveaux clubs vont prendre part à l'édition 2024. Il s'agit de Fus de Rabat du Maroc, Al-Ahli Benghazi de la Libye, Bangui Sporting Club Centrafrique, Dynamo BBC Burundi et APR Basketball Club du Rwanda. Vu le profil des équipes qualifiées, on peut s'attendre à un tournoi beaucoup plus
relevés, nous dit le journaliste de Record. Les 7 autres sont des habitués de la compétition. On peut citer Petro Luanda et US Monastir qui disputent leur 4e édition. Il y a aussi l'AS Douane qui va disputer sa 3e BAL. On peut s'attendre à une compétition très relevée. Du l'instant qu'il y a 3 nouveaux pays, que ce soit la Libye, la Centrafrique et le Burundi, qui vont découvrir cette compétition. Si aujourd'hui on fait la comparaison avec la première, 2e et 3e saison de la Basketball Africa League, on note que ces clubs-là vont faire un bon recrutement. C'est même l'ADN de la Basketball Africa League. Rappelez que les 12 clubs seront répartis en 3 conférences. La conférence de Kalahari qui va se jouer au mois de mars, la conférence du Nil au mois d'avril et la conférence du Sahara au mois de mai. Les 2 premières de chaque groupe et les 2 meilleurs 3e vont se qualifier pour les playoffs prévus à Kigali. Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Malal. RFM, presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, cette alerte rouge des maladies respiratoires qui sévissent en Chine. Va-t-on vivre une nouvelle épidémie? La question n'est pas anodine ce matin, car près de 4 ans après l'apparition de la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète encore. Elle s'alarme de cette hausse des cas de maladies respiratoires et des foyers de pneumonie signalés en Chine. Le Sénégal, qui suit de très près le développement de la maladie, invite les compatriotes à faire attention. Buzz Bi le jour signale que c'est la Covid-19 qui revient. Le Sénégal qui retient son souffle, selon le quotidien LAS, trouve que le ministère de la Santé se retrouve en mode de prévention avec des recommandations, l'observation des mesures barrières. Santé toujours avec cette bonne nouvelle, le Sénégal qui réussit sa première transplantation rénale. Vox Populi parle de double première hier au Sénégal, lueur d'espoir après des opérations réalisées par le consortium HMO Dantec et l'hôpital militaire de Ouakam. Bonne nouvelle pour légaliser. Note du coup le journal Enquête. Mais attention aux maladies liées à la prostate. Elles se développent au Sénégal, informe Walfadjri. Selon le journal, c'est plus de 800 cas enregistrés chaque année. À la une du journal Les Échos, ces révélations du ministre des Finances et du Budget, les chiffres faramineux des transferts de la diaspora sénégalaise. Moustapha Ba qui soutient qu'en 2021, la diaspora a transféré 1610 milliards, soit 10,5% du PIB sur des circuits officiels. En 2022, rappelle-t-il encore, il y a eu une baisse, 1507 milliards en tout, soit 8,7% du PIB transféré. 73% des transferts viennent de l'Union européenne, 9% des États-Unis, 5% de la CEMAC et le reste de la CEDEAO. Devant les députés, sa collègue des affaires étrangères s'est faite l'avocat des magistrats, selon toujours le même quotidien. Aux détracteurs des juges et autres magistrats, Aïssata Tall Sall a tenu à dire ceci, le journal le relève dès sa page de garde. Ces magistrats que vous applaudissez ou critiquez, jamais vous ne les entendrez dire ce qu'ils pensent de vous. Aïssata Tall Sall de faire ces mises en garde à l'encontre des compatriotes établis à l'étranger, les activistes qui insultent nos chefs religieux et s'adonnent à l'appel à l'insurrection. Hors de question de les épargner, de punir ceux qui sont au Sénégal. Le député Abdoumbo de dire alors du haut de la tribune de l'Assemblée, depuis que les bandits et leurs chefs de bande ont été arrêtés, le pays a retrouvé le calme. Allusion à Ousmane Sonko et à ses soutiens. Buzz Bi le jour, lui, s'est intéressé ce matin au nouvel ouvrage de Madiambal Diagne, Amadou Ba, la dernière marche. Détail croustillant sur la suspicion d'Amadou Ba, Ousmane Sonko, l'intervention de Serigne Mountakha pour recoller les morceaux entre Macky Sall et son candidat. Tout cela est raconté dans les bonnes feuilles de l'ouvrage du journaliste patron d'Avenir Communication. En première page du journal Le Soleil, parrainage au profit du candidat de la majorité à la présidentielle. Le Soleil titre Amadou Ba est à 3 782 052 parrains. Le confrère note que le Premier ministre a lancé ce week-end donc les grands travaux de l'aménagement des voiries à Dakar de montant de 10 milliards de francs CFA. Dans l'Observateur, entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, l'interview sans tabou, réforme du système éducatif, grève des enseignants, colère du président et parrainage Amadou Ba. Le ministre en langue de bois à lire en page intérieure. Une campagne électorale, selon lui, n'a jamais empêché la poursuite des cours. Dans le journal L'Observateur, toujours BTP, l'inquiétante pénurie de main-d'œuvre au Sénégal. Les rémunérations journalières passent donc du simple
simple ou au double, l'émigration massive des jeunes indexés. Et puis sport pour boucler, Saudi Pro League, solide leader Koulibaly et Al Hilal imperturbable. Nouveau clean sheet d'Edouard Mendy. Dans le journal Stade Quotidien, critiqué pour leur manque d'efficacité en équipe nationale, Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr, la difficile adaptation aussi à Marseille dans leur club. Ismaël Sarr, compteur toujours bloqué à 3 en Ligue 1. Iliman Ndiaye, c'est un seul but depuis son arrivée. Dans le journal Sunu Lamb, au bout de 5 minutes de combat, Alioune Seye 2, Mekao Modou Anta. Bon lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36 minutes, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler de cette course effrénée au parrainage dans les différents camps en vue de la présidentielle de février 2024. Qu'est-ce qui explique donc cette guerre des chiffres? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne et en direct avec M. Ababakar Fall, le secrétaire général du GRADEC, le groupe de recherche d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Ababakar Fall, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec le journaliste et analyste politique Babacar John. Bonjour Babacar. Bonjour Suleiman. Alors la question elle est posée à Babacar Fall. On sait que les candidats à la candidature n'ont pas besoin de plus de 59 000, disons, pour arrondir voix, bien qu'il faille un minimum de 44 000, un peu plus, voix pour passer donc le cap du parrainage. Comment comprendre que des candidats à la candidature veuillent recueillir des millions et annoncent même ces millions de parrainages? Quel est le sens de ces opérations? Oui, je vous remercie, Suleiman. Vous savez ce que la loi dit. La loi a fixé déjà, disons, des taux. C'est 0,6 et 0,8% donc du nombre de fiches d'électeurs inscrits dans le fichier. Donc c'est entre, disons, 44 000 et poussières et 58 975. Ouais, donc maintenant, si les différents, disons, partis ou coalitions de partis actuellement s'échinent sur le terrain à vouloir, disons, se faire parrainer par des millions donc de personnes, premièrement, ça, je pense que c'est déjà une sorte donc d'animation politique qu'ils font sur le terrain, parce que de toute façon, ce ne sont pas ces 1, 2 ou 3 millions de parrains qui ont été récoltés qui vont être déposés au Conseil constitutionnel. Les gens déposeront dans la limite de ce qui est demandé, soit le plafond ou le taux plancher. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, les chiffres qu'on entend de part et d'autre au niveau donc, des différents états-majors, je pense qu'en fait, c'est un peu une opération de com', essayer donc de charmer donc l'électorat. D'autant plus que, bon, dire qu'on a aujourd'hui donc atteint 3 millions ou même 4 millions de parrains ne veut rien dire, parce que si on considère que le parrainage n'est pas un vote, donc avoir aujourd'hui 3 millions de parrains, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que même ceux qui vous parrainent, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont voter pour vous. Donc je pense qu'en fait, donc, c'est une opération un peu de charme, de communication, pour un peu faire le buzz. Ça, je le peut-être comprends comme ça. Et ensuite, pour moi, je pense que de la part quand même du parti au pouvoir, dans un contexte où le parti est aujourd'hui fissuré, divisé, dire qu'on a pratiquement atteint 4 millions, parce qu'ils ont annoncé le chiffre de 3 786 000, c'est-à-dire c'est plus de la moitié du fichier électoral. Le fichier qui a 7 on millions a un fichier qui est aujourd'hui autour de 7 millions 400. C'est cela. Oui, alors, quel est maintenant, disons, ce qui est derrière? Est-ce qu'on voudrait peut-être préparer les gens à, disons, voilà, un coup de force, un coup KO, en disant oui, on a eu plus de 50% de parrainage. Donc, demain, si on annonce que, voilà, on passe au premier tour avec un taux d'un peu plus de 50%, voilà, bon, il faut faire passer la pilule. Je pense que moi, c'est comme ça que je peux le considérer. Mais les conséquences, alors je m'adresse à Babacar John, je reviendrai à vous tout à l'heure, à Babacar Fall, pour voir, disons, les questions démocratiques, disons, de ce phénomène. Mais les conséquences politiques
ou même très pratiques peuvent être quand même assez fâcheuses pour certains candidats. Non pas qu'il y ait des risques de doublons, parce que de toute façon, on ne déposera qu'entre 44 200 et quelques et 58 900 ou 800 et quelques. Mais du fait que chaque électeur n'a le droit de parrainer qu'un seul candidat, si on fait, comment dire, le maximum de parrainage en termes de millions, ça laisse d'autant moins d'opportunités pour les autres candidats. Est-ce que c'est démocratique? Ben exactement. Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme Ababacar Fall l'a dit, hein, donc c'est une opération de charme. Vous savez, tous ces partis-là qui ont des parrainages au niveau de l'Assemblée et des élus, donc ils ne l'ont pas choisi. C'est parce que tout simplement, ce qu'ils veulent, c'est animer leur base. Hein, que ce soit l'APR, que ce soit même Khalifa Sall et les autres, le PDS. Ils ont choisi donc un parrainage citoyen. Je crois que c'est pour leur permettre d'aller animer un peu leur base. Donc c'est important. Mais l'autre chose également, il ne faut pas oublier que, par rapport aux doublons, si par exemple l'APR avec Amadou Ba venait en dernière posture, ce serait intéressant que si les autres candidats déposent, qu'ils puissent donc, s'il y a en tout cas des doublons par rapport au parrainage qu'ils ont déposé, qu'ils puissent donc remplacer un peu avec le nombre qu'ils ont. Mais donc, disons que ce n'est pas assez important. Mais oui, parce que la probabilité est très faible quand on sait qu'il n'y a que 59 000 maximum parrainages qui seront déposés sur 3 700 000 ou plus même, parce que n'oublions pas que l'ex-PASTEF annonce aussi une très grande mobilisation en termes de parrainage. Oui, je crois que c'est pour impressionner. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il aille jusqu'à penser que avec ce chiffre-là, la paire ou Benno pourrait peut-être faire un coup de force. Moi, je suis d'avis que par rapport aux élections, le processus électoral, en tout cas jusqu'au scrutin, est assez intéressant, donc est assez clair, assez transparent, pour qu'on ne puisse pas voir un candidat donc faire un coup de force par rapport juste donc à un chiffre de parrainage. Non, je ne crois pas. Je crois tout simplement que c'est une opération de charme, c'est vrai, Ababacar Fall l'a dit tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que ça sert d'avoir 3 millions de parrainages. Quand on revoit les chiffres donc de Macky Sall en 2000, disons, avec la dernière élection présidentielle, il a eu 1 500 000 et quelques. Idrissa Seck qui a suivi avait eu 800 000 voix. Ousmane Sonko en troisième posture avait, je crois, 600 000 et quelques voix. Donc, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que, en tout cas, par rapport au droit de vote de certains militants et sympathisants de la paire, pour qu'ils puissent avoir tout d'un coup 3 millions. Donc, ça n'a aucune importance. Surtout que, il ne faut pas oublier que donc il y a une opération de charme par rapport à certains responsables qui peut même donner de l'argent à certains électeurs pour qu'ils puissent signer tout simplement. Mais cette opération de charme peut tromper donc la paire et tous ceux qui brandissent ces chiffres, parce que les gens là peuvent signer pour un parrainage en récupérant de l'argent, bon, il faut le dire comme tel, mais le jour du vote, il sera seul dans son bureau de vote. Donc cela ne garantit aucune fiabilité par rapport aux chiffres. Surtout que je l'ai dit tantôt, Macky Sall avait eu pratiquement la moitié des chiffres lors de la dernière présidentielle. Donc je crois que c'est une opération de charme. Pour Amadou Ba également, les gens ont besoin quand même de lui donner un peu de confiance en disant qu'il a autant de chiffres. Donc voilà, les militants peuvent penser que voilà, il est bien parti. Mais il n'est pas le seul, donc les autres également donnent les mêmes chiffres. N'est-ce pas? Pour appâter. Alors, Ababacar Fall, comment faire pour ramener l'esprit du parrainage qui est quand même de garantir que les candidats ont un minimum d'assises, disons, politiques, populaires avant de s'engager dans la course à la présidentielle et éviter justement les détournements politiques qu'il y a, c'est-à-dire en faire un moyen d'impressionner les gens au plan politique et comment faire pour que des partis qui peuvent avoir le parrainage parlementaire facilement, laissent la place aux autres pour justement avoir des parrainages citoyens sans risquer de tomber dans les doublons. Oui, je crois que cette fois-ci, le coup est déjà parti. Je pense qu'il faudrait profiter peut-être de la prochaine, en tout cas,
réunion du cadre de concertation des partis donc de politique pour essayer en fait un peu de rectifier un peu donc le tir. Parce que c'est vrai que au début il n'y a pas eu on a institué donc le parrainage par les élus en plus du parrainage citoyen, mais disons on n'a pas fixé peut-être donc de limite. Il aurait fallu de mon point de vue dire que les partis disons au début c'est-à-dire imposer aux partis de faire une option dès le début. Par exemple, moi je pense que les partis qui sont déjà à l'Assemblée, qui ont disons donc le minimum requis pour le parrainage, c'est-à-dire les 13 députés, les 8% du nombre donc de députés de la présente législature, il aurait pu quand même donc s'arrêter donc en tout cas au nombre d'élus qu'ils ont et laisser la place aux autres. Ça, je pense que c'est une option apparemment qu'il faudrait peut-être faire dès le début. Ça donnerait donc disons plus de clarté donc et plus peut-être d'égalité et d'équité. Mais si donc tout le monde prend les fiches, que ce soit pour les élus, pour les citoyens, et que finalement on aille, disons, récolter donc du parrainage citoyen qu'on n'est même pas sûr de déposer. Parce que ces gens qui disent qu'ils ont 3 millions, qu'ils ont 2 millions, in fine, qu'est-ce qu'ils vont déposer? Est-ce que finalement ils ne vont pas déposer le nombre d'élus qu'ils ont? Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire du reste? Et ça pose d'autres problèmes par rapport aujourd'hui, par exemple, à la gestion donc des données personnelles. Et donc tout ça, je pense que c'est des problèmes sur lesquels il faut réfléchir. Et à la prochaine revue du code électoral, je pense après la présidentielle. Après la présidentielle, bien entendu, je pense qu'il faut essayer, sur la base donc des leçons en tout cas apprises, sur tout ce qui s'est passé, essayer pour moi donc disons de rectifier le tir. Mais tel qu'en tout cas c'est parti comme ça, vraiment les gens ne se donnent donc aucune limite. Et là, les soi-disant grands partis, disons, en ayant des objectifs donc assez importants de 3 ou 4 millions, ils contribuent un peu à l'assèchement du bassin électoral. Ce qui fait que les autres partis, peut-être, qui n'ont pas tellement de moyens, peuvent avoir des difficultés à se faire parrainer. Et ensuite, il y a la question du doublon. Si vous avez aujourd'hui 3 ou 4 millions, donc vous multipliez la probabilité pour les autres donc d'avoir des doublons. N'est-ce pas? Donc tout ça, je pense que c'est des problèmes sur lesquels il faut réfléchir et il faut essayer donc de trouver, de mon point de vue, des solutions. Mais je suis fondé à croire, comme je l'ai dit donc tantôt, Antoine, qu'on voudrait aujourd'hui, en tout cas, tenter le coup de force, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, en donnant un chiffre déjà qui dépasse pratiquement aujourd'hui donc le taux de 50% par rapport aux fichiers. Vous savez, on a un fichier de 7 400 000, mais des Sénégalais, tout le monde ne vote pas. Il faudrait s'attendre au grand maximum peut-être, à un vote peut-être de 4 millions et demi, en tout cas moins de 5 millions. Alors, si on a déjà presque 4 millions, ça veut dire qu'aujourd'hui, on prépare, de mon point de vue, l'opinion peut-être à un passage en forcément. C'est comme ça aussi que je l'analyse, au-delà de l'opération de charme. Merci beaucoup, Ababacar Fall, secrétaire général du groupe de recherche d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Quel est votre point de vue, Babacar John, sur cette question? Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour les prochaines échéances, puisque, comme le dit Ababacar Fall, pour cette fois-ci, c'est trop tard, pour corriger ces impairs? Il y a d'abord la loi qui est claire concernant les doublons. En tout cas, ceux qui parrainent plusieurs candidats à la fois, je crois que la loi est assez claire. Il faut sanctionner. On ne peut pas quand même faire voter des lois et ne pas l'appliquer. Donc je crois que sur ce point-là, tous ceux qui s'aventurent à parrainer plusieurs candidats à la fois doivent être sanctionnés. Ça c'est d'un. L'autre chose également, je crois que la loi également devrait être assez rigoureuse par rapport à certains candidats qui ont par exemple la possibilité d'avoir des parrains élus, en tout cas des députés. Je crois qu'on devrait les empêcher en tout cas d'avoir donc d'autres candidats et peut-être même de jouer sur la possibilité pour d'autres candidats d'avoir des parrains. Si on applique la loi, je crois qu'il ne devrait pas y avoir aucun problème. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci Babacar John, journaliste, analyste politique. On vous retrouve tous les deux